Cela nous mène directement à la discussion sur le test PCR, car il est à la base de toutes les mesures, comme nous allons bientôt le découvrir. Nous allons commencer par examiner la signification du test PCR dans le système de l'Organisation mondiale de la santé. Le docteur Stuckelberger va nous expliquer quelques détails. Oui, merci Rainer. Je veux d'abord dire que l'OMS n'a jamais utilisé la PCR du Règlement sanitaire international de 2005 jusqu'à la grippe porcine, où Drosten est entré en jeu et a tenté son crime. La PCR est une technologie qui remplace le médecin, et vous pouvez comparer, c'est ce que je fais souvent, ce qu'il s'est passé avec le SARS-CoV-1 par rapport au SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-1 n'était pas du tout géré par une technologie, c'était la symptomatologie qui comptait. Les médecins étaient au centre du processus de validation, et c'est ce qui a complètement disparu avec le SARS-CoV-2. L'autre chose qui est très différente est que dans la formation sur la mise en œuvre du règlement sanitaire international que nous avons organisé entre 2009 et 2013, nous avions des directives sur la façon de valider et d'identifier. C'est un processus très important. Quand vous avez une épidémie, qu'est-ce qu'une épidémie ? Eh bien, l'OMS a une salle d'urgence. Elle s'appelle CHOC. C'est la salle d'opération stratégique de santé. Chaque matin, ils regardent les messages et ils regardent si quelque chose est suspect. Pas seulement le coronavirus, qui est une grippe commune. Et à partir de là, ils doivent avoir un processus de validation. Non seulement s'il s'agit d'une infection biologique, mais aussi zoonotique, ou d'une infection alimentaire, ou chimique, ou radionucléaire, ou d'une irradiation. Nous avions donc la ligne directrice, et nous voyons à quel point elle est différente avec ce PCR. Et elle a été validée par tous les experts de l'OMS. Je dirigeais les exercices des études de cas pour les typologies. Il s'agit d'abord de décrire les circonstances, puis d'identifier et de caractériser les produits chimiques, les agents infectieux ou toxiques, qui posent un problème de santé publique au niveau international. Ensuite, il faut décrire la façon dont les gens entrent en contact avec un produit chimique, un agent toxique infectieux et la chronologie de la toxicité. Les effets sur les humains, validés plusieurs fois, la nature de la vie animale, l'eau, l'alimentation, l'environnement. Et enfin, la quatrième chose à faire est de caractériser le risque sanitaire. Et cela s'appelle l'évaluation des risques. Il y a beaucoup de documents là-dessus, liés à l'exposition, combien de temps, avec la première souche de la grippe commune, ainsi que la durée, quel traitement éventuel, quel est le risque que ça se propage au niveau international et devienne une urgence de santé publique de portée internationale. Cela ne se passe pas du jour au lendemain. Du 22 janvier au 16 mars, lorsque Fauci a reçu un email lui demandant de tout confiner, tout est documenté. C'est la première chose. Nous avions un processus. J'ai une sorte de croquis pour la prise de décision. Il y a une annexe 2 du règlement sanitaire international que tout le monde doit consulter. Mais avant cela, ils doivent avoir un cas zéro. Avec Ebola, vous pouvez regarder de nombreux films comme Alerte avec Dustin Hoffman. C'était un exercice que nous avons fait avec les étudiants. Il y a toujours un cas zéro. Où se trouve le premier cas ? Il s'appelle Covid-19. Mais où est exactement la description du cas zéro ? Les gens doivent y réfléchir. Non, cela n'a pas eu lieu. Il y a toujours un doute. Maintenant, nous savons que ça a été créé par l'homme, mais cela a pris beaucoup de temps. C'est donc la première chose. Puis, il faut passer à une procédure très connue en science appelée le postulat de Core. Le postulat de Core est quelque chose qui doit être validé au niveau international, si nous voulons utiliser quelque chose au niveau international, comme dire que c'est le virus du Covid-19.
Les Chinois prétendent l'avoir fait, mais il y a eu beaucoup de critiques de la part de nombreuses institutions académiques sur le fait que 2 paramètres n'ont jamais été vraiment analysés. Et cela doit être analysé encore et encore, pas seulement en Chine, mais chaque pays devrait le faire. Il s'agit de la contagiosité et de la causalité. La causalité est très importante en science. Elle doit être faite encore et encore. Ce n'est pas juste un test PCR qui décide de l'avenir de l'humanité, ce qui est complètement fou par rapport au processus et à la procédure scientifique de la santé internationale qui consiste à identifier, détecter et valider et vérifier chaque fois, encore et encore. C'est donc vraiment le premier paramètre. Le deuxième est que ce test PCR en laboratoire, il y a des directives et des lignes directrices qui ont été affichées début 2020 sur la façon exacte de procéder avec un test PCR. Déjà à l'époque, il y avait la possibilité de faire le test ELISA et on recommandait aux médecins de valider ce PCR. Puis au fur et à mesure que le temps passait, à partir de janvier 2020, aussi le CDC avait déjà averti, j'ai le document, que le test PCR ne fonctionne pas, il n'est pas là pour surveiller une épidémie, ni pour valider une maladie infectieuse, clairement. Eh bien, ce que l'OMS a fait, c'est qu'ils ont fait un produit d'alerte. Le test PCR est à regarder avec prudence. Mais il était caché sur le site web de l'OMS. Il y a eu une alerte en décembre 2020. C'était, je crois, la 3e ou la 4e alerte, puis une autre en 2021. Elle stipulait que chaque pays utilisant le test PCR devait indiquer clairement sur le résultat le cycle d'amplification. Mais ils sont restés très vagues sur la validité de cette information. C'est donc pour la procédure. Je veux juste dire que cela n'a rien à voir avec ce que nous avons comme obligation dans le règlement sanitaire international. Chaque État que nous formions était souverain dans la manière dont il gérait son épidémie. Car il s'agit d'une épidémie, et puis c'est une pandémie. Et on ne sait pas très bien à quel moment c'est une pandémie. Dans le cas du SARS-CoV-1, juste pour vous rappeler, c'est une grippe commune qui a disparu au bout de 8 mois. 24 pays ont été touchés. 787 personnes sont mortes à cause de ce coronavirus. Et 6 000 ont été malades à cause de ça. Donc, quand on compare le SARS-CoV-1 et le SARS-CoV-2, il y a quelque chose de totalement faux. De plus, depuis le SARS-CoV-1, les experts et les équipes scientifiques internationales ont essayé de développer un vaccin, sans succès depuis 20 ans. Alors, comment se fait-il que l'on assiste soudainement au développement d'un vaccin, une vaccination expérimentale synthétique, alors que tous les développements de vaccins contre les coronavirus ont échoué? Pourquoi? Parce que le coronavirus mute tout le temps. Et vous ne pouvez pas faire un vaccin quand quelque chose mute. Je tiens donc à souligner que l'OMS n'a jamais été un vecteur de vaccins ou de médicaments. Cela allait presque à l'encontre de l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé et non de l'Organisation mondiale de gestion des maladies. Elle s'est donc transformée, vous pouvez la voir maintenant, en quelque chose de complètement différent. Et je vais peut-être terminer en disant que j'ai trouvé quelque chose de très intéressant pour vous. Ou d'abord, une autre chose est que, en fait, le test PCR, ce n'est pas seulement le test, c'est la façon dont il est appliqué. Je pense que ça devrait être discuté. Pourquoi le mettre dans le nez si profondément, en fissurant la partie la plus sensible du pré-cerveau et la couche entre le cerveau et le reste? Un indice est qu'en fait, le test PCR peut vacciner les gens. Car c'est ainsi que les vétérinaires vaccinent les animaux. Même les Égyptiens le faisaient apparemment. Vous pouvez demander aux vétérinaires. Ils mettent un écouvillon très profondément dans le nez de l'animal pour le vacciner. Nous pouvons donc poser la question de la procédure,
du contrôle de la qualité de cette procédure. Nous savons maintenant que ces écouvillons ne sont pas neutres et qu'il y a des nanoparticules. Je suis sûre que les experts vont en parler. Beaucoup de choses très toxiques qui n'ont rien à faire là. En fait, le test n'a pas besoin d'aller dans le nez. Alors pourquoi Drosten a décidé de faire ça? Donc le dernier petit scoop que j'ai maintenant, c'est le conflit d'intérêts de la charité avec le monde des vaccins. Nous avons trouvé qu'il y a eu 3 paiements de Gavi à la charité entre 2018 et 2020. L'un était en décembre 2019. La division de la santé globale de l'université La Charité de Berlin a reçu 86 000 $ pour un sujet de subvention sur la pneumonie. Ce n'est rien. Mais ensuite, en octobre 2018, sujet de la subvention, la santé mondiale et le développement, la sensibilisation du public et l'analyse, pour une durée de 14 mois à partir d'octobre 2018. 550 000 $ à la politique mondiale et le plaidoyer de la Charité de Berlin. Et le dernier en mars 2020. Mais il pourrait y avoir plus. C'était pour soutenir les solutions technologiques innovantes. Depuis mars 2020, ils ont obtenu 249 550 $ pour une durée de 14 mois. Il y a donc clairement un conflit d'intérêts, comme l'Imperial College qui a obtenu 79 millions pour le programme de lutte contre le paludisme. C'est dans le même dossier. Nous pouvons donc voir qu'il y a un gros conflit d'intérêts avec Drosten, avec Gavi. Il suffit juste de suivre l'argent. C'est là qu'il va. Et la dernière chose que j'ai découverte, c'est ce que Drosten fait en ce moment, parce que c'est toujours intéressant. Il est impliqué dans quelque chose que je connais depuis quelques années. Cela s'appelle le Sommet mondial de la santé. Cela se passe en général en Allemagne, et cela dure 3 jours. Et là, les responsables de la charité et ceux qui sont derrière se réunissent avec l'OMS, avec Gavi. Drosten est là, l'université de Genève est là, l'université hospitalière. Parce qu'Ilona Kickbusch, qui est à la retraite, mais qui est toujours active illégalement à l'université de Genève, est celle qui prépare le traité de l'OMS dont nous avons parlé hier. Le traité sur la pandémie, qui veut prendre le relais avec la constitution de l'OMS, en mettant en œuvre une constitution mondiale. Parce que nous avons une pandémie si terrible qu'il prépare cette nouvelle gouvernance lors de l'Assemblée extraordinaire de l'OMS qui s'est tenue en novembre et en décembre. La 75e, la 2e Assemblée extraordinaire de l'histoire de l'OMS. Ils en ont également discuté au Conseil exécutif et prévoient une nouvelle Assemblée mondiale de la santé, la 3e semaine de mai cette année, pour en discuter et peut-être même la concrétiser. C'est donc une bonne chose que nous soyons ici ensemble. Et je veux aussi dire, comme il y a des gens qui écoutent, que ce traité sur la pandémie est quelque chose qui va priver les citoyens de leurs droits, puisque la Constitution ne fonctionnera plus. Une ONG russe et une association de citoyens ont déjà écrit à l'OMS et probablement, je l'espère, à leur ministre de la Santé, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce traité sur la pandémie. Merci. La première question semble venir de Virginie. Vous avez levé la main. Oui, je vous remercie. Merci encore à vous, Dr Stuckelberger, pour ces éléments importants. Nous aimerions savoir si au moins un pays a pu remettre en cause la qualité, la validité de ces tests PCR qui ont été développés très rapidement. Il semble que personne n'ait essayé de remettre en cause ce produit. C'est une très bonne question. Normalement, les États membres peuvent, bien sûr, dans le règlement sanitaire international, la souveraineté a été respectée dans la mesure où seuls 2 pays ont eu des réserves.
Il y a des articles juridiques dans ces règlements sanitaires internationaux, qui est, je tiens à le rappeler, fixé pour tous les États membres. Vous pouvez faire des réserves, et il y a une procédure et un calendrier pour cela. Il semble donc que si cela s'est produit, nous ne le savons pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un lien avec le Dr Fauci. Parce que le Dr Fauci a reçu une proposition de remplacement du test PCR dans l'un de ses nombreux emails. J'ai des personnes qui me suivent et m'aident, et l'une d'entre elles, Nadia, vient de m'envoyer ceci. Il s'agit d'Anita Gael, écrivant à Anthony Fauci le 26 février 2020, proposant un outil de diagnostic par détecteur beaucoup plus efficace, appelé plateforme de radar génétique pour mobile. Et il a été refusé par Fauci. Apparemment, ils ont caché toutes les données. Donc je pense qu'il y a eu des tentatives, au niveau personnel, mais il semble que ce soit un réseau beaucoup plus grand que juste l'OMS. Franchement, je ne pense pas que le directeur général Tedros la dirige vraiment. Car normalement, lorsqu'il y a une pandémie, il y a une équipe pandémique qui s'adresse aux médias. Ce que nous avons maintenant, c'est seulement Tedros et quelques personnages médiatiques. Nous ne connaissons donc pas vraiment la réalité, si certains pays ont résisté. Mais je sais que Madagascar a essayé de se retirer de l'OMS à plusieurs reprises. Ils pourraient donc, bien sûr, selon la réglementation internationale, bien sûr qu'ils peuvent. Mais ce dont nous avons discuté hier, s'ils ont une loi sur les épidémies, ou si le pays a changé sa constitution, ou si le pays est enregistré comme une société, ce que nous avons vu avec de nombreux pays, bien sûr, les gens ne le connaissent pas et les gens ne savent pas qu'ils peuvent refuser, et que leur gouvernement les protégerait. Peut-être que la question clé est que maintenant les gens savent, ils peuvent réagir, et nous les aiderons, je l'espère, à résister à ce PCR qui est toujours utilisé et promu par cette agence internationale de l'énergie atomique, qui, je vous le rappelle, est une agence très puissante, parce qu'elle gère tous les événements radionucléaires, avant même l'OMS. Elle a des contrats avec de nombreuses agences de l'ONU. J'ai regardé ce matin. Pas seulement l'OMS, mais aussi l'UNESCO, l'Organisation pour l'administration des aliments, la FAO, et beaucoup d'autres. Nous devons donc vraiment réagir à tous ces systèmes de Ponzi politiques qui visent à nous priver de nos libertés. Merci Astrid. Je suis désolée Virginie. Y a-t-il une question complémentaire? Ou est-ce Anna qui est la suivante? Je pense que c'est à moi, Rainer, merci. Vous avez coupé le son. Dr Stuckelberger, c'était très bien, merci. Savez-vous que le Premier ministre de Tanzanie avait demandé à l'Organisation mondiale de la santé de quitter son pays après avoir testé divers objets non humains avec les tests PCR, par exemple un fruit, une papaye, une chèvre, de l'huile, ce genre de choses. Et il avait constaté que le test était positif. Il a immédiatement dénoncé le test PCR. Et il est ensuite mort dans des circonstances mystérieuses. Étiez-vous au courant de cette histoire? Je suis consciente que quelques présidents ont résisté et qu'ils sont morts. Oui, je pense qu'il n'est pas le seul. Je ne connais pas toute l'histoire du PCR derrière. Il y a probablement plus que le PCR, car tous ceux qui ont résisté à cette bande de pirates ont disparu. Même Carrie Mullis. Alors oui, je n'en sais pas plus, mais c'est un bon exemple. J'ai aussi une question complémentaire. Bien sûr, Carrie Mullis est celui qui a inventé le test PCR. Pour commencer, en termes de capacité à multiplier des quantités infimes d'ADN pour pouvoir le détecter, en amplifiant l'ADN.
Et il a été utilisé principalement dans le cadre de la médecine légale, si je ne me trompe pas. Est-ce exact? Carey Mullis était un chercheur, comme je le suis aussi. Il disait que c'était un outil très intéressant pour la recherche en laboratoire, parce que vous savez ce que vous étudiez. Donc vous cherchez ce que vous savez, mais vous cherchez un peu plus profondément. Mais il a dit qu'en aucun cas, cela ne peut être amplifié. Et je pense qu'Ulrike l'a mis dans sa première page. En aucun cas, nous ne pouvons diagnostiquer quoi que ce soit. C'est comme une grande soupe. Ce n'est pas un outil de diagnostic. Et il est allé de nombreuses fois contre Fauci pour résister, déjà avec le VIH-Sida. Et ma dernière question est, avez-vous ou connaissez-vous des preuves, directes ou circonstancielles, qui montreraient que Drosten était au courant de la nature frauduleuse du test PCR COVID-19? Non, je ne vois rien qui puisse l'incriminer. Je vois seulement qu'il a des liens avec Gavi dès le début. Et comme Gavi était le grand organisateur de toute cette campagne de vaccination mondiale qui tue des gens et les rend malades, j'imagine que c'est le lien sur lequel je me pencherai vraiment, pour prouver qu'il savait. Très bien, merci. Je vais demander aux autres experts ce qu'ils en pensent. Merci beaucoup. Si je peux ajouter quelque chose, je pense que le docteur Drosten savait que ce n'était pas un bon outil depuis au moins 2014, car il y avait un article du journal à ce sujet. Lorsqu'il travaillait sur le MERS-CoV, il avait déjà déclaré que les tests PCR étaient trop sensibles et que ce n'était pas un moyen de suivre un virus. C'était vraiment trop sensible et exposé par les médias déjà en 2014. Oui, dans cet article, il explique qu'un résultat positif ne veut rien dire, parce que ce test positif sur des personnes parfaitement saines. Il parlait d'une infirmière à l'époque. Je suis désolée, Mike, je ne voulais pas vous interrompre. Oui, j'allais faire la remarque que vous venez de faire. Il a utilisé une phrase comme « Cette technique peut montrer un résultat positif, même si une seule copie du virus passait sur la muqueuse respiratoire d'une infirmière. » Il a utilisé une phrase comme ça. Donc, c'est important. Et le savait-il? Eh bien, il est co-auteur du test fondamental que nous appelons le test Corman-Drosten. Il a donc proposé un test que l'OMS a ensuite proposé dans son célèbre discours sur le test. C'était le test dont il parlait. On va sûrement en parler, mais Drosten est le co-auteur du test dont les variants ont été utilisés dans le monde entier. Mais il savait, comme nous venons de le mentionner, que s'il est utilisé avec une contrainte inadéquate sur l'amplification, il peut donner des résultats positifs lorsque les personnes ne sont pas malades et ne sont pas infectieuses. Mais il faut aussi dire, et peut-être qu'un collègue le dira dans le résumé, que l'utilisation inappropriée du test PCR et la transmission asymptomatique, l'idée que des personnes sans symptômes peuvent infecter d'autres personnes, ce qui n'est pas vrai, c'est épidémiologiquement rare et non pertinent. Drosten était également en Europe, le centre absolu de la promotion de cette idée, ce qui semble une coïncidence remarquable, car il est l'auteur d'une technique maintenant utilisée dans le monde entier, dont il savait qu'elle n'était pas appropriée. Le PCR. Et c'est aussi le plus grand expert à la télévision qui nous parle de cette transmission asymptomatique. Alors vous pouvez décider par vous-même, mais pour ce même expert, conseiller d'Angela Merkel pendant des années, il se trouve être le centre de deux des parties absolument cruciales de ces mensonges. Les mensonges sur toute cette pandémie me semblent plus qu'une coïncidence. Absolument. Dexter, vous aviez la main levée. Bonjour, docteur Sterkelberger.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Ce que je vais vous proposer maintenant, vu que nous parlons de crimes contre l'humanité, c'est la preuve que vous venez de donner et vous pouvez me dire si elle est correcte. Lorsqu'on compare les opérations ou les procédures réglementaires entre le SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2, on peut clairement voir qu'il y a d'énormes divergences. Et dans ces divergences spécifiques, vous avez en fait mentionné quelque chose de très important. En ce qui concerne le SARS-CoV-1, il y a une certaine terminologie elle-même qui n'était pas une condition préalable quand il s'agit de tester le SARS-CoV-2. Mais pourquoi pas? Parce que les procédures réglementaires ont changé. Donc, je vous le demande, Dr Stuckelberger, on peut clairement dire qu'ils ont démontré une intention criminelle de la part de l'Organisation mondiale de la santé et de toutes les parties spécifiques qui sont derrière. Êtes-vous d'accord avec moi? J'ai fait un article. En fait, vous pouvez le trouver. Un article scientifique en mai 2020, Acta Biomedica, sur la réglementation internationale de la santé et les incertitudes. À ce moment-là, j'avais déjà des doutes. Mais maintenant, je pense que nous devons ajouter cette injection. Et je suis d'accord. Parce que la fin du jeu, pour eux, c'est d'injecter une toxicité contenant un niveau chimique et peut-être un niveau d'irradiation, et pas seulement de la RNM, etc. Donc, oui, le vrai crime est que les gens meurent. Pas à cause de quelque chose que nous n'avons pas identifié très clairement, et qu'une PCR a identifié à tort des cas qui sont asymptomatiques, ce qui est déjà criminel. Mais le problème, c'est que le but qu'ils poursuivent maintenant est de modifier et d'éditer le génome. Ils sont très clairs à ce sujet. L'OMS, avant que ce traité ne soit publié en juillet, recommande l'édition du génome. C'est bien plus que le CRISPR. C'est la modification de notre identité. Et cela va à l'encontre de la Convention d'Oviedo, de la médecine, de toute la déclaration d'Helsinki, de toute l'éthique et de la réglementation sur la préservation de notre patrimoine intact. En ce sens, c'est définitivement un crime contre l'humanité auquel nous assistons. Merci beaucoup. J'ai juste une autre question. Nous pouvons en fait maintenant comparer à nouveau au SARS-CoV-2. J'aimerais que le jury y réfléchisse vraiment parce que je crois que c'est la base de ce qu'il se passe actuellement en matière de crimes contre l'humanité. Nous avons le SARS-CoV-1, ce qui signifie qu'il existe un précédent à partir duquel on peut travailler. Et nous avons désormais le SARS-CoV-2 à tous les égards. Vous avez une connaissance approfondie, vous avez travaillé avec l'Organisation mondiale de la santé. Que dites-vous des procédures réglementaires pour le SARS-CoV-2? Voyez-vous vraiment la nécessité pour l'Organisation mondiale de la santé de changer radicalement les procédures réglementaires du SARS-CoV-1? Parce que logiquement, cela n'a pas de sens. Nous avons quelque chose à quoi nous pouvons nous identifier, ce qui signifie que si nous devons changer quelque chose, ce sera quelque chose de très, très mineur. J'aimerais donc que vous disiez au jury, sur la base de votre expertise, de votre expérience, de vos connaissances internes également, s'il était vraiment nécessaire de modifier cette procédure réglementaire comparée à celle du SARS-CoV-1. Merci. Merci. Cela me donne l'occasion d'expliquer un peu plus en profondeur. La façon très importante pour un pays d'identifier qu'il a quelque chose à notifier, au pays ou au centre épidémiologique, est qu'ils ont développé un algorithme dans l'annexe 2 du règlement sanitaire international. Tout le monde peut le voir. L'annexe 2. Vous pouvez aller et regarder sur le site web.
Un document PDF, traduit en 10 langues environ. Cette annexe 2 comporte 4 questions principales. J'ai enseigné cela à l'université, durant les cours d'été, aux écoles américaines. Donc c'est vraiment très important. Tout le monde peut le faire. La première, ils ont 3 cases, et puis une autre case. Si c'est une maladie, est-ce une maladie? Et ils listent les maladies, poliomyélite, etc. Et ils ont le SARS, le syndrome respiratoire aigu. Donc si c'est là, cela signifie que c'est connu. Donc c'est la deuxième question. Est-il connu? Oui, c'est connu. Nous avons le SARS-CoV-1. Alors, la deuxième, est-ce que c'est inhabituel? Ou est-ce qu'il y a une morbidité et une mortalité différentes, etc. La réponse est non, parce qu'on sait maintenant qu'en 2020, le professeur John Ioannidis, le plus cité, a même publié sur le bulletin de l'OMS, c'était là-dedans, qu'il n'y avait pas plus de mortalité en 2020. Donc non, nous le savons maintenant. La troisième question est, y a-t-il un risque de propagation internationale? Et vous voyez que le SARS-CoV-1 n'a touché que 24 pays en 8 mois. Donc si vous comparez, on a eu un confinement total dans 196 pays en un mois. Et le SARS-CoV-1 a duré 8 mois. Donc non, la propagation internationale a été lente. Elle n'a pas été rapide. Ils ont prétendu que c'était rapide, mais c'est très inquiétant pour eux. La dernière question est la suivante. Y a-t-il un risque international d'arrêt des voyages et du commerce? Parce que le règlement sanitaire international a été mis en place précisément pour empêcher les restrictions du commerce et de voyage. Et ici, nous avons exactement le contraire. C'est la seule question à laquelle nous pourrions répondre par l'affirmative. Cela s'est produit parce qu'ils ont mis beaucoup de peur dans leur message et leur communication, ce qui va à l'encontre de la formation au règlement sanitaire international que nous avons reçu. Nous avons eu un présentateur de CNN pendant les cours. J'étais en charge de cela. Il faut une communication éthique, être gentil, rassurer les gens, dire qu'on cherche, qu'on n'a pas trouvé, qu'on cherche encore. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en Allemagne, en 2011, il y a eu l'Institut Koch qui a sorti le concombre tueur. C'était l'urgence épidémique Escherichia coli, parce qu'il y a eu 3 décès. Ils disaient tous les jours, on ne sait pas, on cherche. Ils ont accusé un concombre qui avait une Escherichia coli en Espagne. Et ils ont arrêté toute la production de concombres en Espagne, dans l'Union européenne. Et en fait, ce n'était pas ça. Ça venait d'un marché de fenugrec en Égypte et c'est arrivé au Danemark. Les gens ont perdu tout cet argent parce que c'était une annonce qui était fausse par des scientifiques qui étaient très prudents. Ce qu'il s'est passé, c'est que l'Union européenne a remboursé tous les paysans qui avaient perdu de l'argent parce que l'annonce était fausse. C'est l'un des exemples que j'ai pris dans mes cours, car chaque situation est différente. Mais ici, ils ont fait une communication de peur et de mensonges. Et c'est ainsi qu'ils ont réussi à faire croire aux gens que ce coronavirus, qui était totalement exclu et n'existait même pas en automne, le professeur Raoult s'est penché sur la question avec beaucoup de soin. J'ai vraiment observé comment il séquençait le génome. C'est une autre façon de voir les choses, bien que ce ne soit pas suffisant. Cela faisait partie de l'effort international sur le génome du Covid-19 humain. C'était très scientifique. Mais nous ne pouvons définitivement pas dire que cela a été géré de la même manière que cela aurait dû l'être. Merci beaucoup, Dr. Zuckelberger. Pour conclure, du point de vue des preuves et de la sécurité de l'enquête du grand jury, tout se résume au PCR de Drosten. Donc, sur la base des preuves qui ont été listées hier par le docteur Berendt et celles que vous venez également de mentionner, la seule raison pour laquelle l'Organisation mondiale de la santé aurait pu déclarer une pandémie, c'est simplement parce qu'à l'heure actuelle, nous parlons de propagation et que cette propagation a un lien direct avec les faux PCR de Drosten. Donc, en gros, dites-moi si vous êtes d'accord avec l'affirmation suivante.
Affirmation que Drosten devrait être tenu responsable parce que c'est à la suite de son PCR défectueux, ce dont il avait besoin pour une transmission de propagation, que nous nous trouvons actuellement avec une pandémie. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation, Dr. Zuckerberger? Oui, je pense qu'il est une pièce du puzzle. C'est lui et l'Université La Charité de Berlin, parce que toute l'institution est derrière lui. Je le sais par d'autres universités. C'est un système de santé. Donc oui, je suis d'accord, mais je prendrai l'ensemble de l'institution. Pas tout le monde dans l'institution, mais nous ne pouvons pas continuer à avoir des universités qui mentent et qui créent une science qui est fausse. C'est une question politique. Mais la question de Dexter demande précisément s'il est, comme il est l'un des défendeurs putatifs dans cette procédure ici, pensez-vous qu'il devrait être tenu responsable? Comme nous l'avons appris par vos déclarations et aussi par celles du Dr Mike Yeadon, devrait-il être tenu responsable? Parce qu'il est celui qui a inventé le test, sachant qu'il allait donner des résultats positifs sur des personnes parfaitement saines. Oui, sans aucun doute. Oui, nous avons les preuves de cela. Je n'ai pas les détails, etc. Mais oui, bien sûr, étant donné les preuves. Merci beaucoup.